J'ai compris quelque chose de terrible, je n'étais plus le chasseur, j'étais devenu la proie. J'étais en campement avec le groupe de jeunes de mon église quand j'avais environ 12 ou 13 ans. J'en ai 23 aujourd'hui. La nuit, on se répartissait par petits groupes de 3 ou 4 pour dormir ensemble sous des tentes. La toute première nuit sur place, je n'ai absolument pas réussi à fermer l'œil. Mes compagnons de tente dormaient profondément. Je les entendais respirer lentement, parfois bouger un peu, complètement inconscients. De mon côté, quelque chose n'allait pas. Sans raison claire, sans bruit étrange ni pensée précise, j'étais envahi par un sentiment de malaise constant, une impression lourde qui me clouait à l'éveil. Je suis resté allongé pendant des heures, immobile, à fixer l'extérieur à travers la petite fenêtre en moustiquaire de la tente. Il n'y avait qu'une seule ouverture de ce côté-là. Elle donnait sur un chemin de gravier, un peu plus loin, à une quinzaine de mètres environ, se trouvait le bâtiment des toilettes du camp. Juste à côté, un unique lampadaire éclairait faiblement la zone. Tout autour de nous, ce n'était que la forêt, dense et noire, silencieuse au point d'en devenir oppressante. C'était la seule chose visible depuis l'intérieur de la tente. Tard dans la nuit, sans que je sache exactement pourquoi, mon regard a été attiré par une lumière terne, comme suspendue dans l'air. Elle flottait doucement. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une lampe frontale. La hauteur correspondait à peu près à celle d'une tête humaine, et l'idée m'a semblé logique. Je me suis dit qu'un animateur ou un campeur se déplaçait peut-être vers les toilettes. La lumière s'est lentement déplacée depuis la zone du bâtiment sanitaire jusqu'à venir se positionner juste sous le lampadaire. C'est à ce moment précis que quelque chose a cloché. Il n'y avait personne. Rien qui puisse tenir ou porter cette source lumineuse. Juste cette sorte de sphère diffuse, flottant seule. Je sentais mon cœur battre plus fort tandis que je suivais son mouvement sans pouvoir détourner les yeux. Elle a continué à avancer, à une vitesse régulière, presque calme, comme si elle savait exactement où aller. Je l'ai observée jusqu'à ce qu'elle atteigne la lisière des arbres. Puis elle s'est glissée entre les troncs et a disparu dans l'obscurité de la forêt, comme avalée par elle. Je suis resté là longtemps après, figé, incapable de bouger ou de réveiller qui que ce soit. Une partie de moi espérait presque que quelqu'un d'autre ait vu la même chose, juste pour me prouver que je n'avais pas rêvé. Le lendemain matin, j'en ai parlé à mon petit frère, qui était lui aussi présent à ce camp. Je pensais qu'il allait se moquer ou me dire que j'avais trop d'imagination. Au lieu de ça, il m'a regardé très sérieusement et m'a dit qu'il était resté éveillé toute la nuit. Qu'il avait vu exactement la même chose. En 2007, dans le village anglais de Playford, près de Billing. Ma mère, mon frère et moi étions assis dans la voiture en train de rentrer chez nous après avoir passé la soirée chez des amis. Le soleil était en train de se coucher. Il restait environ 30 à 45 minutes avant la nuit complète. La lumière était encore bien présente, ce moment particulier où tout prend une teinte dorée. Cette région est connue pour ses histoires et ses croyances étranges. Beaucoup de mythes circulent à propos des croisements et des carrefours. On dit que vivre près de certains endroits porte malheur, que quelque chose ne tourne pas rond dans ces zones-là. En grandissant là-bas, on entend ce genre de choses sans vraiment y prêter attention, mais ça reste dans un coin de la tête. Nous avons traversé un de ces carrefours. Sur la droite, il y avait une maison très reconnaissable. Elle se distinguait nettement des autres grâce à sa porte rouge vif et aux 2 gargouilles fixées sur le mur extérieur. C'était un repère visuel évident. Impossible de se tromper d'endroit. Juste après le croisement, la route passait sous une épaisse voûte d'arbres. Les branches formaient un tunnel sombre qui bloquait presque toute la lumière du soleil. Nous avons roulé sous ces arbres pendant peut-être 15 secondes, le temps de suivre un léger virage. C'était sombre, mais rien d'anormal. On pouvait encore voir la route. Puis nous sommes ressortis. Et là, tout a changé. Il faisait nuit noire. Pas une pénombre de fin de journée. Pas un crépuscule tardif.
Une obscurité totale, comme en plein milieu de la nuit. Les lampadaires étaient allumés. Le ciel était noir. La transition était si brutale qu'elle n'avait aucun sens. On s'est tous regardés, complètement désorientés. En regardant l'heure, on a réalisé quelque chose d'encore plus troublant. Le temps avait avancé d'1 heure et demie. Pas quelques minutes. Pas une estimation vague. 1 heure et 30 minutes s'étaient écoulées sans aucune explication. Mais ce n'était pas fini. En continuant à rouler, on a ressenti un malaise grandissant. Très vite, on est arrivé à un endroit familier. Trop familier. Devant nous se trouvait exactement la même maison. La porte rouge. Les 2 gargouilles. Le même carrefour. La seule différence, c'est que cette fois, le lampadaire était allumé. Nous avions pourtant roulé quasiment en ligne droite depuis le premier passage. Aucun détour. Aucun demi-tour. Rien qui puisse expliquer pourquoi nous revenions exactement au même endroit, comme si la route s'était repliée sur elle-même. Personne ne parlait dans la voiture. On essayait tous de comprendre ce qui venait de se passer, chacun dans notre coin. Aucune explication logique ne collait. Ni erreur de trajet. Ni problème de montre. Ni simple distraction. Encore aujourd'hui, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé ce soir-là. Tout ce que je sais, c'est que nous avons traversé ce carrefour une fois, et que quelque chose, entre ces arbres, nous a fait perdre du temps et nous a ramenés exactement là d'où nous venions. Et cette sensation de décalage, elle ne m'a jamais vraiment quitté. Je marchais dans les bois, dans un parc naturel. Rien d'inhabituel au départ. Un sentier balisé, des arbres partout, cette sensation familière d'être coupé du bruit du monde sans être vraiment isolé. Je marchais tranquillement, sans but précis, juste pour profiter du calme. Et puis je suis tombé sur ça. Un amas de branches, mais pas n'importe comment. Elles étaient tordues de façon presque parfaite, comme si quelqu'un les avait volontairement entrelacées en spirale. Un vortex. Une sorte de tourbillon figé. Ça montait à au moins 3 ou 4 mètres de haut, peut-être plus. Les branches semblaient toutes orientées vers un centre invisible, comme attirées par quelque chose. C'était trop régulier pour être naturel. Trop intentionnel. Évidemment, rationnellement, je savais que quelqu'un avait dû faire ça. Un artiste, un groupe de gens, une installation improvisée. Mais malgré ça, l'ensemble dégageait quelque chose de profondément dérangeant. Plus je regardais, plus j'avais l'impression que le centre de cette structure était légèrement flou. Pas flou au sens visuel classique, mais comme une distorsion. Comme si l'air à l'intérieur vibrait ou ondulait très légèrement. Je me suis surpris à plisser les yeux, à me demander si mon esprit ne me jouait pas un tour. J'ai ressenti ce malaise très précis. Celui où tu sais que tu n'as pas de raison concrète d'avoir peur, mais où ton corps n'est pas d'accord avec ton cerveau. Je suis resté là quelques instants, puis j'ai décidé de continuer à marcher. Je ne voulais pas rester planté devant ce truc à me monter la tête. Le sentier continuait, alors j'ai avancé un peu plus loin. Pas très profondément dans le parc. Juste quelques minutes de marche supplémentaire. Et c'est là que quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. La lumière a commencé à changer. Beaucoup trop vite. En l'espace de très peu de temps, les bois sont devenus plus sombres. Pas comme quand le soleil décline lentement. Non. C'était brutal. Comme si quelqu'un avait baissé un variateur invisible. Les ombres se sont allongées d'un coup, l'atmosphère est devenue lourde, presque étouffante. J'ai regardé ma montre, persuadé que j'avais perdu la notion du temps, mais non. C'était toujours le milieu de l'après-midi. À ce moment-là, l'inquiétude a commencé à s'installer pour de bon. J'ai fait demi-tour. D'abord en marchant vite, puis presque en trottinant. Je savais que je n'étais pas allé très loin. Je savais que j'étais toujours sur le sentier. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. J'avais cette sensation désagréable de ne pas être exactement là où je pensais être.
Comme si le chemin était légèrement différent. Pas assez pour être évident, mais suffisamment pour mettre les nerfs à vif. Ce qui m'a le plus perturbé, c'est que je n'ai jamais repassé l'endroit où se trouvait la structure de branche. J'aurais dû la voir de nouveau. C'était impossible de la manquer. Et pourtant, rien. Juste des arbres normaux, le sentier, et cette lumière trop sombre pour l'heure qu'il était censé être. J'ai continué jusqu'au parking, le cœur battant, essayant de rester calme, me répétant que je savais où j'étais. Et puis, en sortant des bois, tout a changé d'un coup. Il faisait jour. Plein jour. Exactement comme avant. Le ciel était clair, la lumière normale, le parking tranquille. Aucune trace de cette pénombre étrange. J'ai regardé autour de moi, un peu hébété, comme si je venais de me réveiller. Tout semblait parfaitement ordinaire. Trop ordinaire. Je suis resté là quelques minutes, à essayer de remettre les choses en ordre dans ma tête. Je sais que j'aime l'horreur. J'adore les creepypastas, les histoires de cryptides, tout ce qui touche au bizarre et à l'inexpliqué. Je sais aussi que l'esprit peut amplifier des détails quand on est déjà sensible à ce genre d'univers. Il y a des années, mes frères et moi faisions du dirt bike sur les sentiers près de chez nous. En grandissant, j'ai vraiment vécu au milieu des bois. Pas de voisins, pas de maison autour, une réception téléphonique catastrophique. Le genre d'endroit où on peut rouler pendant des kilomètres sans croiser âme qui vive. Ce jour-là, on avait roulé longtemps. Bien plus loin que d'habitude. À un moment, on s'est arrêté à une intersection de sentiers, un croisement en pleine forêt. Les moteurs coupés, on discutait tranquillement pour savoir si on devait faire demi-tour ou continuer encore un peu. Rien d'inquiétant. Juste une pause, le silence, les arbres tout autour. Puis mon frère aîné s'est penché vers le sol. Il a cessé de parler d'un coup. Il a regardé par terre, juste devant nos motos, et il a dit quelque chose du genre « Regarde ça ». On a tous baissé les yeux. Il y avait une empreinte de pied humain. Pas une trace de botte. Pas une semelle. Un vrai pied nu. On distinguait clairement les orteils, la forme du talon, l'arche. L'empreinte était bien marquée dans la terre du sentier, comme si quelqu'un était passé là récemment. Ce qui rendait ça vraiment dérangeant, c'est l'endroit. On était à des kilomètres de toute habitation. Aucun sentier de randonnée officiel. Rien qui expliquerait la présence de quelqu'un pieds nus, seul, au milieu de nulle part. Et il n'y avait qu'une empreinte visible, pas une série, pas une direction évidente. Juste ça. On ne s'est pas posé de questions plus longtemps. L'ambiance a changé instantanément. On est remonté sur les motos et on est parti aussi vite qu'on a pu. Aucun de nous n'a proposé de continuer. Aucun de nous n'a plaisanté. On voulait juste rentrer. Je chassais seul, au milieu des cascades de l'Oregon, à des kilomètres de toute présence humaine. Vraiment seul. Le genre d'endroit où le silence est si dense que tu finis par entendre ton propre sang battre dans tes oreilles. J'étais assis, immobile, en train d'observer une clairière, parfaitement concentré, dans cet état où le temps ralentit et où chaque bruit compte. Et puis j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Et que je n'ai jamais réentendu depuis. La seule façon dont je peux le décrire, c'est comme du bois qui se fracasse contre du bois. Comme si quelqu'un avait pris un poteau téléphonique et l'avait abattu de toutes ses forces contre un pin, en mode coup de batte de baseball. Un énorme craquement sec, brutal, suivi immédiatement par un bruit plus long, plus grave, celui d'un arbre qu'on frappe et qui vibre, qui encaisse le choc et tremble sur place. La première fois que ça s'est produit, j'ai sincèrement cru que c'était un coup de feu. Le claquement initial était si fort que mon cerveau a immédiatement fait le raccourci. Mais presque aussitôt, j'ai compris que ce n'était pas ça. La fin du son ne correspondait pas du tout à une détonation. C'était clairement un arbre qui était frappé. Pas coupé. Pas tombé. Frappé. Et là,
La peur est arrivée d'un seul coup. Pas une montée progressive. Une vague immédiate. Parce que mon esprit a fait le calcul. Involontairement. Automatiquement. À quel point il faut frapper un arbre vivant pour produire un son pareil. La force nécessaire. L'énergie brute. Ce n'était pas quelque chose de petit. Ni de fragile. Ni de normal. Le bruit venait de l'autre côté d'un petit vallon, à une distance que j'estime largement au-delà de 300 mètres. Pas juste à côté. Pas proche. Loin. Et pourtant incroyablement puissant. Suffisamment pour résonner dans toute la forêt comme une démonstration volontaire. Je sais que ça peut paraître idiot, mais à ce moment précis, je n'ai même pas cherché à enquêter. Mon instinct a pris le dessus. J'ai commencé à me diriger immédiatement vers mon camion. Calmement au début, puis de plus en plus vite, sans courir, mais avec cette certitude claire que rester là n'était pas une bonne idée. Je chasse depuis que je suis gamin. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans les bois. Je suis aussi passionné d'armes à feu, je vais tirer presque tous les week-ends. Je sais reconnaître un coup de feu. Je sais aussi reconnaître les bruits naturels d'une forêt. Les pins et les cèdres peuvent parfois produire des craquements ou des petits pops quand la température change et que le soleil les réchauffe. Je connais ce son-là. Je l'ai entendu des centaines de fois. Ce que j'ai entendu ce jour-là n'avait rien à voir. Contexte sur l'endroit où se trouve mon mirador de chasse. Dans mon dos, il y a des bois, puis un champ. Devant moi, un champ qui se transforme en colline que j'ai choisi pour servir un peu de but de sécurité au cas où je rate mon tir. À gauche, encore des bois, à droite, encore un champ. Cette zone est la ferme de ma famille depuis très longtemps. Avant cela, ce n'était pas vraiment une forêt, plutôt légèrement boisée, les arbres ont été plantés par les colons. Avant eux, c'était une zone dégagée. Je ne suis pas quelqu'un de superstitieux, mais ça, je ne peux pas l'expliquer. J'étais assis dans mon mirador un samedi matin. Je n'oublierai jamais ce moment. Il pleuvait à peine, le soleil était juste au-dessus de l'horizon. Soudain, j'ai eu l'impression très nette d'être observé. Je n'ai jamais ressenti ça avec des cerfs. J'ai regardé vers les bois et il y avait des loups à la lisière. Sympa. Ces enfoirés se contentaient de rester là à me fixer, et crois-moi que je les fixais aussi. Je sais qu'ils prennent ça comme un défi, mais j'étais dans un arbre, alors venez. Les loups sont restés là, immobiles, à regarder. Ils sont restés pendant 3 heures. J'ai fini par les ignorer, de toute façon ils avaient fait fuir les cerfs. Et soudain, ils sont partis d'un coup, très vite, et une grosse chose noire est sortie des bois. De la taille d'un ours noir, maigre comme un chien, avec une tête de chauve-souris. Elle s'est tenue exactement à l'endroit où se trouvaient les loups. J'ai pointé mon arme vers elle et j'ai tiré dans le sol, volontairement. Je ne voulais pas être le type qui a tué le dernier représentant d'une espèce inconnue. La chose m'a regardé, j'ai chambré une nouvelle cartouche, et elle s'est enfuie. Je n'ai aucune idée de ce que c'était, mais j'en ai parlé à mon père et à mes oncles, et ils m'ont dit qu'ils l'avaient vue eux aussi. Je suis paysagiste et on gère des chantiers assez énormes, souvent en pleine forêt ou dans des zones très reculées. Ce jour-là, on travaillait sur un terrain vraiment vaste, boisé, loin de tout. À un moment, je me suis éloigné d'une trentaine de mètres du reste de l'équipe pour aller pisser tranquille. Rien d'inhabituel. Je m'enfonce un peu entre les arbres, hors de vue, et je commence. Pendant que je pisse, je lève machinalement les yeux et je regarde autour de moi. Et là, au loin, entre les troncs, je vois quelqu'un. Une silhouette. Une personne debout derrière un arbre, à moitié cachée, qui me regarde fixement. Elle porte un sweat à capuche rouge. Rouge vif. Impossible à rater. Et elle ne bouge pas. Sur le moment, mon cerveau essaie de rationaliser. Ce terrain est à côté d'une route, oui, mais tout est commercial. Pas de maison. Pas de passage piéton.
Pas de raison que quelqu'un soit là, encore moins aussi loin à l'intérieur du bois. À part nous, il ne devrait y avoir absolument personne. Et certainement pas quelqu'un planté derrière un arbre à observer un type en train de pisser. Je penche un peu la tête sur le côté pour être sûr de ce que je vois. Pour vérifier que ce n'est pas juste une forme bizarre, une illusion, un jeu d'ombre que mon cerveau transforme en silhouette humaine. Et au moment précis où je bouge, la chose bouge aussi. Elle se recule immédiatement derrière l'arbre, comme si elle essayait de se cacher. Là, je sens l'adrénaline monter d'un coup. Je crie quelque chose du genre « Et qu'est-ce que tu fous là ?» Pas très malin, mais sur le moment, c'est sorti tout seul. Et dès que je parle, la personne se met à courir. Elle disparaît dans les bois à une vitesse surprenante. Pas de réponse. Pas un mot. Juste la fuite. Et c'est à ce moment-là que je réalise un détail qui me retourne l'estomac. Je suis presque sûr que cette personne ne portait pas de pantalon. Ses jambes avaient une couleur étrange. Chair, peut-être. Ou quelque chose qui y ressemblait trop pour être normal. Je n'ai vu aucune chaussure non plus. Aucun bruit de pas clair. Juste cette silhouette rouge en haut, et en bas rien qui ressemble à des vêtements. Je suis resté là quelques secondes, complètement secoué, à essayer de comprendre ce que je venais de voir. Puis j'ai remonté mon froc, j'ai fait demi-tour et je suis retourné vers les gars sans perdre de temps. J'ai appelé le patron immédiatement et je lui ai expliqué ce qui venait de se passer. Je ne me sentais clairement pas bien de rester seul après ça. On s'est tous regroupés et on a fait une recherche rapide ensemble. On a parcouru la zone, regardé derrière les arbres, autour des chemins, près de la route. Rien. Aucune trace. Personne. Comme si cette silhouette n'avait jamais existé. Je ne sais toujours pas qui ou quoi c'était. Peut-être un taré. Peut-être quelqu'un de paumé. Peut-être juste un type chelou au mauvais endroit au mauvais moment. Mais la façon dont il observait. Le fait qu'il se cache quand je bouge. Et surtout ce détail dérangeant sur son apparence. Tout ça m'a vraiment marqué. Encore aujourd'hui, quand je bosse sur des terrains isolés et que je m'éloigne seul, j'ai parfois ce réflexe de regarder autour de moi un peu trop longtemps. Juste pour m'assurer que personne ne me regarde depuis derrière un arbre. Alors, ça sera probablement noyé parmi les autres témoignages, mais tant pis. J'étais à Montezuma Castle, Montezuma Well et Tuzigo, en Arizona, pour un stage avec le National Park Service. La plupart du travail consistait à entretenir les sentiers et à éliminer des plantes invasives. Donc énormément de temps passé dehors, pratiquement au milieu de nulle part. Très souvent, quand j'étais seul dehors, j'entendais ce qui ressemblait à des bruits de sabots de chevaux, mais sans jamais rien voir. Les sabots s'approchaient vraiment très près, à quelques mètres à peine, et parfois je pouvais même sentir les vibrations. Un jour, j'étais avec l'un des gardes et j'ai commencé à entendre le bruit. Je lui ai demandé s'il l'entendait aussi et il m'a répondu que oui, et que ça arrivait souvent. J'ai commencé à poser des questions quand il a levé la main et m'a dit d'accepter simplement que ça arrive et de ne pas poser de questions. Il avait l'air lui aussi effrayé par ce son. Je l'ai entendu également chez moi, à Phoenix. Dans mon complexe d'appartements, il y a une belle zone verte, et un matin où je travaillais très tôt, il faisait complètement nuit dehors. Je marchais vers ma voiture quand j'ai entendu les bruits de sabots. On aurait dit qu'un cheval fonçait droit sur moi. Je me suis retourné brusquement, m'attendant à voir un gros chien traverser la zone verte en courant, mais il n'y avait absolument rien. Les bruits ont continué jusqu'à arriver exactement à l'endroit où je me trouvais, puis ils se sont arrêtés net. Je n'ai jamais rien trouvé à ce sujet sur Internet, ce qui m'a beaucoup frustré. Je ne sais pas si je qualifierais vraiment ça de paranormal. Mais je n'arrive clairement pas à trouver d'explication. Les seules hypothèses auxquelles je pense sont soit que le sol bouge et provoque ces sons de sabots, soit que des gaz s'échappent du sous-sol. Je ne saurai probablement jamais. Ma meilleure amie avait un boulot comme assistante de recherche sur un projet de recensement de chouettes au Nouveau-Mexique. Concrètement,
ça voulait dire passer 2 semaines d'affilée à marcher dans des forêts très reculées, à noter systématiquement où des chouettes étaient observées, où on entendait leurs cris, où on trouvait des pelotes de réjection. Puis 2 semaines de repos. Et ensuite on recommençait. C'était répétitif, physique, et surtout extrêmement isolé. Pour des raisons évidentes de sécurité, le protocole imposait que les assistants travaillent toujours par 2. Le problème, c'est que le type avec qui elle était en binôme était lent et clairement pas en forme. Du coup, la plupart du temps, elle marchait devant et lui suivait à bonne distance derrière. Pas hors de vue, mais suffisamment loin pour que la séparation se fasse sentir, surtout dans des zones boisées et silencieuses. Au bout d'environ 1 semaine de marche, elle a commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Pas une peur soudaine, pas un événement précis. Juste cette sensation persistante et lourde d'être observée. Comme si quelque chose la suivait, évaluait chacun de ses mouvements. Elle essayait de se convaincre que c'était la fatigue, l'isolement, le fait d'être seule trop longtemps avec ses pensées. Mais la sensation ne disparaissait pas. Elle devenait même plus forte au fil des jours. Un jour, en arrivant dans une clairière, cette impression est devenue trop intense pour être ignorée. Elle s'est arrêtée net au milieu de l'espace dégagé, incapable d'aller plus loin. Elle a décidé d'attendre que son collègue la rejoigne. Heureusement, il n'était pas très loin ce jour-là. Quand il est arrivé à sa hauteur, il a tout de suite compris ce qui n'allait pas. Il a levé les yeux vers les arbres. Il y avait un puma. Un lion de montagne, perché dans les branches, parfaitement immobile, en train de l'observer. Il était là depuis on ne sait combien de temps, silencieux, invisible, parfaitement camouflé. À ce moment-là, tout s'est accéléré. Ils ont fait exactement ce qu'on leur avait appris. Ils ont levé les bras pour paraître plus grands et ont commencé à hurler, à faire du bruit, à essayer de se montrer aussi intimidant que possible. Après quelques secondes interminables, l'animal a fini par reculer et disparaître dans la forêt. Ils sont restés là, tremblants, à reprendre leur souffle, pleinement conscients de ce qui venait d'être évité de justesse. Elle m'a dit que sur le moment, la peur était intense, mais gérable. Ce qui l'a réellement terrorisée, ce n'est venu qu'après, quand elle a commencé à réfléchir. Le puma ne venait pas d'apparaître. Il ne l'avait pas repéré par hasard ce jour-là. Il la suivait. Probablement depuis plusieurs jours. Peut-être depuis le début de la mission. Il observait la distance entre elle et son partenaire. Il attendait qu'elle soit suffisamment isolée. Qu'il y ait une erreur. Un moment de faiblesse. Un instant où elle serait trop loin pour être protégée. Cette idée l'a hantée bien plus longtemps que la rencontre elle-même. Tempête de verglas en Caroline du Nord. Tout était recouvert de glace, chaque branche, chaque fil, chaque surface. Pourtant, le soleil brillait. Ce contraste étrange donnait à la matinée une apparence presque paisible, trompeuse. Je suis sorti pour remplir les mangeoires à oiseaux, une tâche banale que j'avais déjà faite des centaines de fois. Je traversais le jardin en zigzag, allant d'un arbre à l'autre pour récupérer les mangeoires. J'ai dû parcourir la pelouse dans tous les sens, probablement 3 fois, en suivant à peu près les mêmes trajectoires. Le sol craquait légèrement sous mes pas à cause de la glace, mais tout semblait stable. Rien ne laissait penser qu'il y avait un danger imminent. Une fois toutes les mangeoires récupérées, je suis monté sur le porche arrière pour commencer à les remplir. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Un bruit énorme. Un fracas violent, sec, impossible à ignorer. Un tronc de copalme, plus de 75 cm de diamètre, venait de s'effondrer. Il s'est écrasé exactement là où je venais de marcher quelques secondes plus tôt. Là où mes traces étaient encore visibles dans la glace. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le silence qui a précédé l'impact. Aucun craquement. Aucun avertissement. L'arbre n'a fait aucun bruit en tombant. Seulement le choc brutal contre le sol. La chute a arraché toute la motte de racines. L'arbre ne s'est pas cassé, il a été littéralement déraciné. En regardant la scène,
j'ai ressenti une vague froide me traverser le corps. J'ai réalisé à quel point c'était passé près. J'avais manqué la mort d'une dizaine de mètres. Et d'environ 30 secondes. Si j'avais traîné un peu plus longtemps. Si j'avais fait un dernier détour. Si j'avais regardé ailleurs. Je n'aurais jamais entendu ce bruit. Cette pensée ne m'a pas quitté de la journée. Encore aujourd'hui, quand je repense à cette tempête, ce n'est pas la glace que je vois. C'est l'endroit exact où je marchais, juste avant que tout s'écroule. Donc, cela s'est produit en 2002, au Brésil. Moi et mes amis sommes partis camper dans une forêt de la Mantiqueira, un peu similaire aux Appalaches. Nous étions 7 et chacun avait apporté une arme, des pistolets, des fusils et des machettes, pas de fusil d'assaut, au cas où nous aurions dû nous protéger contre des bandits ou quelque chose du genre. Nous comptions rester 4 jours dans les bois. Notre campement se trouvait à environ 1h30 de la route principale. Nous avons installé le camp l'après-midi et, à la tombée de la nuit, nous avons allumé un feu, bu, mangé, ri, tout ce qu'il y a de bon. Vers 1h du matin, il s'est mis à pleuvoir et le feu s'est éteint, alors nous avons allumé nos lampes électriques, qui étaient franchement mauvaises. C'est là que ça a commencé. D'abord, le bétail d'une ferme voisine a commencé à faire énormément de bruit. Les oiseaux se sont réveillés et ont commencé à crier de façon complètement folle. Ça a duré environ 1 heure, puis soudainement tout s'est arrêté. Un silence total, mortel. Tous les animaux se sont tus. À ce moment-là, nous étions terrifiés. Nos armes chargées, nous avons formé un cercle. Nous étions tous militaires et l'un d'entre nous faisait partie du BOP, une unité de police spéciale, des types réputés increvables. Puis nous avons entendu des mouvements près de nous. Quelque chose nous observait à courte distance, mais à cause du bruit de la pluie, on ne pouvait pas déterminer d'où ça venait. Pour aggraver la situation, l'une de nos lampes s'est éteinte. Je me suis dit intérieurement, quelle scène cliché. Nous étions dans l'obscurité, encerclés par quelque chose, dans un silence absolu. C'est alors que nous avons entendu le cri. Je ne peux même pas le décrire. C'était un son très aigu qui a duré longtemps, environ 1 minute. Un éclair est tombé dans la forêt et, pendant quelques secondes, je l'ai vu. Une chose très grande, très maigre, avec des traits humanoïdes, mais qui n'était pas humaine. Des bras extrêmement longs et des yeux noirs. Nous avons alors tout remballé aussi vite que possible, nous avons couru jusqu'à la voiture et nous sommes partis. Je n'ai pas dormi pendant plusieurs nuits après cet incident. Je vis dans le Midwest et, quand j'étais enfant, je suis parti une semaine à Spring Hill. Nous logions dans un tipi installé au cœur des bois, loin de tout. C'était une expérience censée être amusante et dépaysante, dormir entouré d'arbres, écouter les bruits de la forêt la nuit, ce genre de choses. La première soirée s'est passée normalement et je me suis endormi sans difficulté. Dans la nuit, je me suis réveillé sans raison apparente. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. À l'intérieur du tipi, il y avait des formes sombres qui se déplaçaient. Plusieurs silhouettes, pas une seule. Elles bougeaient lentement, presque silencieusement, autour de moi. Je n'arrivais pas à distinguer le moindre détail. Pas de visage, pas de vêtements, rien. Juste des contours noirs, humains dans leur forme, mais impossibles à identifier. J'ai essayé de bouger et je me suis rendu compte que je n'y arrivais pas. Mon corps refusait de répondre. Cette sensation m'était familière, car il m'est arrivé d'avoir des épisodes de paralysie du sommeil plus tard dans ma vie. Sur le moment, j'étais coincé, conscient, mais incapable de réagir. Je pouvais seulement regarder et ressentir une peur sourde monter en moi. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Les silhouettes étaient là, puis à un moment, tout s'est effacé. Quand je me suis réveillé le matin, c'était la toute première chose à laquelle j'ai pensé. Le souvenir était encore vif, trop précis pour être immédiatement oublié. Malgré tout, je me suis convaincu que ce n'était qu'un mauvais rêve. Une imagination d'enfant,
amplifié par un endroit inconnu et par la nuit passée dans les bois. J'ai essayé de balayer ça sans en parler à personne. Puis les autres se sont réveillés. Très vite, on a remarqué que quelque chose clochait. Des vêtements étaient éparpillés partout à l'intérieur du tipi. Pas juste tombés ici ou là, mais jetés, déplacés, comme si quelqu'un avait fouillé ou joué avec pendant la nuit. L'ambiance a changé instantanément. Le conseiller est entré, a vu le désordre et a complètement paniqué. Il avait l'air réellement bouleversé. Il a commencé à interroger tous les enfants, un par un, cherchant une explication. Personne n'a rien avoué. Personne n'a dit avoir touché aux affaires. Moi non plus, je n'ai rien dit. Je ne savais même pas quoi dire. Nous étions tous confus, un peu mal à l'aise, sans comprendre comment c'était arrivé. Aucune explication n'a jamais été trouvée. L'incident a fini par être laissé de côté, comme un mystère sans importance. Mais pour moi, ce n'était pas si simple. Même aujourd'hui, je repense parfois à cette nuit. Peut-être que c'était de la paralysie du sommeil. Peut-être que tout était dans ma tête. Pourtant, le désordre bien réel au réveil rend les choses difficiles à ignorer. Rien n'a jamais été élucidé, et cette première nuit à Spring Hill reste l'un des souvenirs les plus étranges de mon enfance. Il y a quelques années, je suis parti chasser comme je l'ai fait des centaines de fois. Je suis arrivé avant le lever du jour et je suis monté dans mon Mirador, exactement comme d'habitude. Il devait être autour de 5 heures du matin. Rien d'inhabituel. Rien de nouveau. J'ai toujours aimé ce moment précis de la journée. Celui où la nuit commence à céder, où la lumière se faufile doucement entre les arbres, et où la forêt change de rythme. D'ordinaire, c'est un spectacle silencieux mais vivant. Les animaux nocturnes se replient lentement, les lapins et les ratons cherchent un abri, les écureuils commencent à s'agiter, les oiseaux lancent leurs premiers cris timides. Même quand on ne voit rien directement, on sent que la forêt se met en mouvement. Elle respire. Elle s'étire. Ce matin-là, rien ne s'est produit. Quand la lumière a commencé à apparaître, la forêt est restée exactement comme elle était dans l'obscurité. Immobile. Pas un seul oiseau. Pas même un bruissement dans les feuilles. Le genre de silence qui n'est pas simplement calme, mais vide. Complet. La météo était normale. La température aussi. Pas de vent notable. Pas de pluie. Rien qui puisse expliquer ça. Et pourtant, minute après minute, la forêt restait figée. Comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Je tendais l'oreille, je scrutais chaque direction. Toujours rien. Même les bruits lointains, ceux qu'on perçoit à peine, avaient disparu. Au début, je me suis dit que c'était juste étrange. Un de ces matins bizarres que la nature peut parfois offrir. Mais plus le temps passait, plus quelque chose changeait en moi. Ce n'était pas de la curiosité. Ce n'était même pas de l'inquiétude classique. C'était autre chose. Une sensation lourde, viscérale. Une certitude froide qui s'installait lentement dans ma poitrine. Ce n'était pas un simple sentiment de malaise. C'était l'impression que quelque chose de terrible allait arriver. Une sensation très précise. Comme si la mort était proche. Imminente. Je n'avais jamais ressenti ça de toute ma vie. Je suis resté là jusqu'à environ 8 heures du matin. Ce qui est encore tôt pour la chasse aux cerfs. Mais à ce moment-là, mon corps tremblait. Une peur brute, incontrôlable, qui ne venait d'aucune pensée rationnelle. Je n'en pouvais plus. J'ai quitté le Mirador presque en catastrophe et je suis sorti des bois aussi vite que possible, sans même me retourner. Le plus dérangeant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Je suis revenu dans l'après-midi. Par nécessité. Par besoin de comprendre. Et la forêt était redevenue parfaitement normale. Les oiseaux chantaient. Les écureuils couraient. Les bruits habituels étaient partout. Comme si rien ne s'était jamais passé. Comme si le matin avait été effacé.
Ça reste l'expérience la plus étrange et la plus inconfortable que j'ai jamais vécue en forêt. Presque comme un rêve. Sauf que je sais avec certitude que je ne dormais pas. J'étais parfaitement éveillé. Lucide. Présent. Je n'ai pas eu peur dans les bois depuis que je suis enfant, lors de mes premières sorties avec mon père. Il plaisantait toujours en disant que quand on chasse, on n'a rien à craindre, que la forêt a peur de nous. Pas ce matin-là. Ce matin-là, j'avais une peur profonde, primitive, incontrôlable. Et je ne sais toujours pas pourquoi. J'avais 45 ans à l'époque. Et pour la première fois depuis des décennies, je me suis senti petit. Vulnérable. Comme si, pendant quelques heures, la forêt avait cessé d'être un endroit vivant pour devenir autre chose. Quelque chose qui ne voulait pas de moi. Je promenais mes chiens au crépuscule. J'avais oublié mes lunettes à la maison, donc ma vision n'était pas terrible, surtout avec la lumière qui baissait rapidement. À un moment, j'ai coupé à travers des buissons pour gagner du temps et c'est là que j'ai aperçu quelque chose qui se tortillait sur le sol. Sur le coup, je n'arrivais pas à distinguer ce que c'était. Ma première pensée a été un renard. Il y en a parfois dans le coin. Mais je me suis arrêté et j'ai regardé un peu plus longtemps, essayant de faire la mise au point malgré ma vue floue. Très vite, j'ai compris que ce n'était pas ça. La forme ne correspondait pas. Mes chiens l'ont senti aussi. Ils se sont mis à grogner doucement. Ce détail m'a immédiatement mis mal à l'aise. S'il s'était agi d'un renard ou d'un autre animal, ils auraient sans doute essayé de le poursuivre comme ils le font toujours. Là, ils n'avançaient pas. Ils restaient tendus, méfiants. La chose avait une taille proche de celle d'un humain. La peau semblait pâle. Dans la pénombre, avec les mouvements étranges, ça m'a rappelé ces créatures qu'on voit dans les films, la descente des corps nus, blafards, presque irréels. Plus je regardais, moins j'avais envie de comprendre ce que je voyais. Je n'ai pas cherché à m'approcher davantage. J'ai attrapé mes chiens par le collier et j'ai reculé lentement, sans quitter l'endroit des yeux, jusqu'à être à une distance que je jugeais plus sûre. Ensuite, je suis parti rapidement. Avec le recul, je pense qu'il y a une explication parfaitement banale. Il est très probable que je sois simplement tombé sur un homme nu, occupé à faire quelque chose qu'il pensait pouvoir faire sans être vu. Le quartier est parfois fréquenté par des personnes alcoolisées ou dépendantes, et ce genre de situation n'est malheureusement pas impossible. C'est sans doute l'hypothèse la plus rassurante. Je conduisais un quad sur la propriété d'un de mes potes. Il devait être autour de 20 heures, pas encore complètement la nuit mais déjà assez sombre pour que les détails commencent à disparaître. On se passait le quad à tour de rôle et on faisait des tours du terrain. La propriété est assez grande, environ 20 hectares, entourée de bois de tous les côtés. Un endroit vraiment isolé, loin de toute lumière artificielle. Il y a une clôture en fil barbelé tout autour du terrain, et la nuit elle est presque impossible à voir. Du coup, quand je m'en approchais, je ralentissais toujours par réflexe. Ce soir-là, alors que je commençais à lever le pied, quelque chose dans le ciel a attiré mon attention. Une étoile. Une étoile beaucoup plus brillante que les autres. Pas juste un peu plus lumineuse, vraiment frappante, au point que mes yeux se sont fixés dessus sans que je m'en rende compte. Je continuais à la regarder en roulant doucement, et c'est là que ça est devenu bizarre. L'étoile a commencé à devenir encore plus brillante. Pas en se déplaçant, pas en clignotant comme un avion. Elle restait parfaitement immobile, mais sa luminosité augmentait progressivement, comme si quelqu'un tournait un variateur invisible. Plus je la regardais, plus j'avais cette sensation étrange que ce n'était pas normal. Puis, après quelques secondes, elle a recommencé à faiblir. Elle est revenue exactement à sa luminosité initiale, comme si rien ne s'était passé. Pendant un court instant, je me suis dit que je m'étais peut-être fait un film. Et juste à ce moment-là, elle a bougé. Pas lentement. Pas en glissant. Elle est partie d'un coup. Elle a traversé le ciel à une vitesse folle,
exactement comme une étoile filante. Sauf que ça n'avait aucun sens. Une seconde plus tôt, elle était totalement immobile. Et là, elle venait littéralement de s'arracher du ciel. J'ai senti un frisson me parcourir tout le corps. J'ai lâché l'accélérateur et j'ai fait demi-tour presque immédiatement. L'envie de continuer à rouler avait complètement disparu. J'avais cette sensation désagréable d'avoir vu quelque chose que je n'étais pas censé voir. Le genre de malaise qui ne te quitte pas tout de suite. Quand j'avais environ 17 ans, j'avais un chien qui était un mélange de husky d'Alaska et de berger allemand. À l'époque, je vivais dans une zone rurale des Appalaches et je faisais souvent de la randonnée. Mon chien, que j'appellerais Bug puisque c'était son nom, venait toujours avec moi. Comme vous pouvez l'imaginer, Bug était un chien d'assez grande taille vu les deux races dont il était issu. Il ne se laissait pas facilement effrayer et il était très protecteur. Nous étions partis pour l'une de nos randonnées habituelles. Nous montions la colline derrière la maison de mes parents jusqu'à une ancienne route minière de charbon. Il y avait quelques sources d'eau froide près de la route, et une fois que nous en étions à une trentaine de mètres environ, Bug partait en courant devant pour aller boire et se rafraîchir un peu. Il est donc parti en avant et, à cause des arbres et des broussailles de la forêt, je ne pouvais pas le voir. Je savais où il allait. Je me suis arrêté à ce moment-là pour boire une gorgée de ma gourde et me reposer quelques secondes. Peu de temps après avoir recommencé à avancer, j'entends Bug redescendre la colline en courant. Je me dis qu'il revient simplement voir où je suis. Mais au lieu de ça, il arrive vers moi à toute vitesse, avec un air un peu paniqué sur le visage. Il s'arrête, me regarde, fait « ouaf », puis repart en courant à toute allure vers le bas de la colline. Je trouve ça étrange, mais je continue ma randonnée, en espérant voir ce qui a pu l'effrayer. Il n'y avait pas beaucoup de faune dangereuse dans le coin à cette époque. Juste des écureuils, des tamias, des cerfs de Virginie, des opossums, des moufettes, des oiseaux et les petites bêtes habituelles. Le plus effrayant aurait pu être un lynx roux, mais ils sont rarement aperçus. Je termine ma randonnée sans rien voir d'inquiétant. Je rentre à la maison et Bug est simplement dans le jardin, en train de m'attendre. Il ne m'a pas accompagné lors des randonnées suivantes pendant quelque temps, mais il a fini par revenir avec moi par la suite. On marchait le long d'une rue très longue, entièrement en pente, entourée de bois des deux côtés. C'était un endroit connu dans le coin, chargé d'histoire. On disait que ça remontait à la guerre du roi Philippe, que le terrain avait servi de lieu d'enterrement pour des Amérindiens. Ce genre d'information que tu connais vaguement, sans vraiment y penser sur le moment, jusqu'à ce que l'endroit te le rappelle. J'étais avec quelques amis. On descendait tranquillement, en discutant, quand on s'est arrêté pour sortir des boissons de nos sacs. Rien d'anormal. Et puis, sans aucun avertissement, quelque chose a changé. La lumière de la lune a disparu. Pas progressivement. Pas comme quand des nuages arrivent lentement. Les nuages ont roulé au-dessus de nous presque d'un coup, comme s'ils étaient apparus de nulle part, et la clarté argentée du ciel s'est éteinte instantanément. L'endroit est devenu sombre d'un coup, beaucoup trop sombre pour l'heure qu'il était. En même temps, le silence est tombé. Pas un silence normal. Un silence épais, total. Plus d'insectes. Plus de vent dans les arbres. Plus aucun bruit autour de nous. Comme si le monde s'était figé. J'ai senti un frisson me parcourir et j'ai baissé les yeux sans vraiment savoir pourquoi. C'est là que je l'ai vu. Juste sous mes pieds, peint directement sur l'asphalte, il y avait ces mots. En grosses lettres rouges. Dégage. Le rouge ressortait de façon presque violente dans la pénombre, comme si la peinture était encore fraîche. Je suis resté figé une fraction de seconde, incapable de parler. Et à peine avais-je réalisé ce que je lisais que la pluie s'est mise à tomber. Pas quelques gouttes. Pas une averse progressive. Un déluge. Une pluie lourde, brutale, qui s'est abattue sur nous en une seconde, comme si quelqu'un avait ouvert un robinet au-dessus de nos têtes. L'eau frappait le sol, nos vêtements, nos sacs, sans aucun avertissement.
À ce moment-là, on n'a plus réfléchi. On s'est regardé, on a compris la même chose sans se parler, et on s'est mis à courir. On a remonté la rue en sens inverse, le cœur battant, glissant presque sur le bitume trempé. Personne ne plaisantait. Personne ne riait. On voulait juste partir de là. Et aussi vite que c'était arrivé, tout s'est arrêté. Quand on a atteint les premières maisons et qu'on est sorti de cette zone boisée, la pluie a cessé. D'un coup, le ciel s'est éclairci. Le silence s'est dissipé. Comme si rien ne s'était passé. Comme si cet endroit précis nous avait simplement rejetés. C'est resté l'expérience la plus effrayante de ma vie. Pas parce que quelque chose nous a poursuivis. Pas parce que nous avons vu une apparition. Mais parce que tout dans cet environnement nous a fait comprendre une chose très claire. Il ne voulait pas de notre présence ce soir-là. Notre ancienne maison donnait directement sur une forêt qui bordait l'arrière du jardin. Une vraie masse sombre d'arbres, dense, silencieuse, qui semblait absorber la lumière la nuit. Je me levais tous les matins à 4h30 pour aller travailler, sans exception. À cette heure-là, tout est encore engourdi, le monde comme l'esprit. Ce matin précis, quelque chose était différent. En me levant, j'ai vu que ma femme était déjà debout. Elle se tenait près de la fenêtre, immobile, les yeux fixés vers les bois. Rien que sa posture m'a semblé étrange. Elle ne regardait pas dehors comme on regarde la météo. Elle observait. Elle m'a demandé de venir voir. Elle m'a dit qu'il y avait quelque chose qui éclairait la forêt. J'étais encore à moitié endormi. J'ai jeté un simple coup d'œil par la fenêtre. Les arbres étaient baignés de lumière, presque comme en plein jour. Pas une lueur diffuse, pas un clair de lune timide. C'était franchement éclairé. Sans vraiment réfléchir, j'ai marmonné que c'était sûrement la lune, puis je suis allé prendre ma douche. Quand je suis ressorti, quelques minutes plus tard, je me sentais déjà plus réveillé. Ma femme était toujours là, au même endroit. Elle m'a regardé et m'a dit calmement, mais avec une pointe d'inquiétude dans la voix, que si c'était la lune, alors elle aimerait bien savoir où elle était passée. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé de nouveau. La forêt était redevenue complètement sombre. Comme d'habitude. Aucune lumière. Aucun reflet. Juste cette obscurité familière. C'est là que mon cerveau a enfin rattrapé la situation. Mon explication ne tenait pas. Pas une seconde. La forêt se trouvait au nord de la maison. La lune ne se lève jamais de ce côté-là. Elle n'aurait jamais pu éclairer les bois de cette manière, encore moins disparaître aussi brutalement. Plus j'y pensais, plus ça me paraissait absurde. Ce que nous avions vu n'avait rien de naturel. Bien sûr, on a envisagé l'idée d'un projecteur. Mais même ça ne collait pas. Il aurait fallu un éclairage d'une puissance incroyable pour illuminer toute la forêt comme ça. Et surtout, pourquoi? Aucun voisin. Aucun chantier. Rien. Juste des arbres, en plein milieu des bois, à une heure où tout le monde dort encore. Je fais de la randonnée de longue distance quand je le peux. Parfois, cela signifie se lever très tôt ou rester dehors tard pour accumuler le plus de kilomètres possible. Parfois, marcher dans le noir complet avec une lampe frontale à faible intensité devient franchement angoissant. J'ai grandi dans les bois de cette région. J'ai dormi sous notre voûte d'étoiles plus de nuits que je ne peux en compter. J'ai parcouru des milliers de kilomètres de sentiers, de berges de rivières, de rives de lacs, de crêtes, de fonds, de marécages et de ruisseaux. J'ai chassé le gibier. Je précise tout cela parce qu'il est important que vous compreniez que j'ai entendu, vu et senti à peu près tout ce que cette région a à offrir en matière de nature sauvage. Mais mon expérience la plus effrayante s'est produite vers 4h30 du matin. C'était à la fin du printemps, donc la première lumière du matin ne serait pas visible dans la cime des arbres avant encore 30 à 45 minutes, et il faudrait 1 heure de plus avant le lever du soleil. J'étais au 5e mile. Je me trouvais dans un fond encaissé entre 2 crêtes abruptes.
Le sentier était étroit, boueux, et complètement encerclé par une végétation dense, de jeunes érables et de vieux chênes. Je me concentrais sur la petite lumière de ma lampe frontale, un pas après l'autre, complètement ailleurs. Puis j'ai entendu un énorme craquement. Et je me suis figé net. C'est la partie que j'ai du mal à décrire. À 4h30 au printemps, je suis la seule chose qui fait du bruit. Aucun oiseau ne chante, rien. Un silence de mort. Je me suis figé en plein mouvement. Quand l'instinct de combat ou de fuite se déclenche, des pensées immédiates surgissent. Celle qui m'a traversé l'esprit instantanément, alors que je me tenais là en équilibre dans le silence, était, si j'entends ça encore une fois, je fais demi-tour et je repars d'où je viens à toute vitesse. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas une branche qui casse. Ce n'était pas un arbre mort qui tombait. Ce n'était pas une branche suspendue prête à tomber. J'étais absolument certain d'avoir entendu quelque chose d'intentionnel. L'entendre une deuxième fois aurait signifié partir immédiatement. Pour le décrire au mieux, cela ressemblait au bruit d'un bâton en bois de bonne taille frappé violemment contre un petit arbre. Plutôt un bâton de la taille de ceux utilisés au baseball d'entraînement qu'une vraie batte de baseball. La distinction dans ma tête était que ce son était un craquement sec, et non un bruit sourd. Je l'ai déjà décrit comme « explosif » parce que c'était si soudain et terriblement fort. J'avais l'impression que cela venait d'environ 50 mètres droit devant moi, et c'était clair et puissant. Alors que je restais là, complètement paniqué, j'ai réalisé ce qui allait bientôt être le pire aspect de ma situation. Je savais d'où venait le son. Et je savais où menait le sentier. Dans une trentaine de mètres, j'allais arriver à un virage à 180 degrés et commencer à monter la crête en m'éloignant du ruisseau. Cela signifiait que dès que j'aurais le courage d'avancer vers ce bruit, je devrais lui tourner le dos pour grimper la crête. Cela me rendait extrêmement nerveux. Mon esprit oscillait entre un meurtrier sous méthamphétamine et un Bigfoot armé d'un gourdin. Les minutes passent. Je me contente de respirer, en buant mes lunettes, et d'écouter. Rien. Silence total. Il me restait environ 20 à 30 minutes avant la première lueur du jour. J'augmente la puissance de la lampe frontale et je commence à avancer lentement vers le virage. Quand on porte une lampe frontale dans les bois la nuit, chaque branche devant soi projette une grande ombre noire mouvante sur le sentier. Cela n'aidait pas. J'arrive au virage et je le prends rapidement. À ce stade, je marche assez vite. J'essaie d'être silencieux. Je prends de petites respirations superficielles pour pouvoir écouter tout en montant péniblement le sentier. Et puis je l'ai senti. Une puanteur m'a frappé que je ne peux pas décrire. J'ai simplement imaginé quelque chose de mouillé, de pourri, de mort. J'ai travaillé sur des scènes où des humains étaient décédés dans une vie passée en tant que pompier. Cela ressemblait à une décomposition vieille de plusieurs jours, mais l'odeur était étrange. J'ai continué à marcher vite. Quand j'ai atteint le sommet de la crête, je haletais, et la première lumière apparaissait. Je ne me suis pas arrêté avant que le jour soit pleinement levé et que les oiseaux chantent. J'ai tout entendu dans nos bois. J'ai tout senti. Je vous le dis, je ne sais pas ce que c'était. Les arbres morts, et surtout les branches couvertes de feuilles, font énormément de bruit en tombant. Je les ai entendus de nombreuses fois. Je ne sais pas. Je suis chasseur à l'arc. Cette fois-là, j'avais monté un petit camp pour un jour ou deux. Je gardais tout mon matériel sensible dans mon véhicule. Les arcs, les couteaux, tout ce qui comptait restait à l'abri. Cette année-là, j'avais mon Jeep avec une minuscule remorque aménagée pour dormir. À l'extérieur, il n'y avait rien de vraiment important. Juste quelques tables et des chaises. Ce matin-là, je suis parti très tôt suivre un sentier. La neige commençait à tomber doucement, juste assez pour poudrer le sol. Minute après minute, mon ghillie devenait inutile. Le paysage blanchissait trop vite. J'ai donc décidé de retourner au camp pour changer et passer sur un camouflage neige plus adapté. J'avais aménagé un petit emplacement précis. Un endroit prévu pour ramener un cerf, le suspendre et le dépecer proprement.
Quand je suis arrivé sur place, quelque chose n'allait pas. Tout était à la fois familier et profondément faux. Mon installation de nettoyage, que je n'avais pas utilisée quelques heures plus tôt, était toujours en place. Exactement là où je l'avais laissée. Mais juste en dessous, il y avait une flaque de sang partiellement gelée. Pas ancienne. Pas complètement fraîche non plus. Juste assez figée pour dire qu'elle datait de peu. Le foyer était éteint, mais encore tiède. Pas froid. Tiède. Ma table avait été nettoyée. Essuyée. Pas renversée, pas fouillée. Juste utilisée, puis remise en ordre. Quelqu'un avait travaillé là, calmement, sans se presser. Puis j'ai vu la viande. Posée sur le marchepied de ma petite remorque, il y avait un morceau de viande rouge enveloppé dans du papier ciré. Soigneusement emballé. Pas jeté. Pas dissimulé. Juste posé là, bien en évidence. À mes yeux, ça ressemblait clairement à un beau morceau de venaison. Propre. Net. Ce qui m'a vraiment glacé, ce sont les traces. Il n'y avait aucune empreinte menant vers le site. Rien. En revanche, il y avait des traces qui s'en éloignaient. Net. Comme si la personne était arrivée exactement au moment où la neige avait commencé à tomber, puis était repartie en laissant seulement la sortie visible. À cet instant précis, j'ai compris une chose très clairement. Quelqu'un m'avait précédé. Quelqu'un avait utilisé mon camp. Quelqu'un avait nettoyé une bête, rangé derrière lui, allumé mon feu, laissé de la viande. Et cette personne savait parfaitement ce qu'elle faisait. Je n'ai pas cherché à comprendre davantage. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas inspecté les alentours. J'ai commencé à démonter mon camp immédiatement. Sans bruit inutile. Sans traîner. Je n'avais aucune idée d'où se trouvait l'autre chasseur. Mais une chose était évidente. J'étais largement dépassé. Et quand on ne sait pas qui observe, ni depuis combien de temps, la meilleure décision reste parfois la plus simple. Je suis parti. Et je suis rentré chez moi. J'ai vécu pas mal de choses étranges dans les bois au fil des années, mais en général, c'était toujours le genre de truc que je pouvais expliquer après coup. Des bruits bizarres, des ombres, des animaux qu'on identifie mal sur le moment. Rien de vraiment inexplicable. Sauf une fois. Et encore aujourd'hui, c'est l'expérience la plus choquante que j'ai jamais eue en forêt. Je montais vers le nord pour faire du backpacking avec 2 amis. On avait prévu de s'arrêter une nuit sur un terrain que ma famille possède, histoire de couper le trajet. C'est un coin vraiment paumé, loin de toute civilisation. Pas de route proche, pas de maison, pas de lumières artificielles. Juste les arbres, le ciel noir et le silence. Ce soir-là, on était assis autour du feu de camp. Le genre de moment calme où tout est détendu. Le feu crépitait doucement, on discutait de trucs sans importance, on regardait les braises. La nuit était claire, mais très sombre sous les arbres. On se sentait isolé, mais pas en danger. Juste seul, au milieu de rien. Et puis ça a hurlé. Le son venait des arbres, juste à côté de nous. Littéralement à la lisière de la lumière du feu. C'était un cri d'une violence absolue, qui m'a traversé le corps avant même que mon cerveau ait le temps de réagir. Puis un genre de bruit derrière, plus aigu, presque moqueur. C'était atroce. Un mélange de cris humains, de hurlements animal et de quelque chose de complètement faux. Comme si un enfant possédé, un démon et une banshee avaient décidé de crier ensemble. Ce n'était pas juste effrayant, c'était viscéralement mauvais. Le genre de son qui déclenche une peur primitive, immédiate. Mes amis ont réagi instantanément, chacun à leur façon. Une de mes amies est tombée en arrière de sa chaise sous le choc. L'autre s'est levée et a couru droit dans le camping-car pop-up sans même se retourner. De mon côté, sans réfléchir, j'ai attrapé la petite hachette qu'on avait près du feu et je me suis mis debout, prêt à frapper n'importe quoi qui sortirait des arbres. Et puis, rien. Rien n'a émergé de l'obscurité.
Le cri ne s'est pas répété. Le silence est revenu d'un coup, encore plus lourd qu'avant. Un silence anormal, comme si la forêt entière retenait son souffle. On est resté figé pendant de longues secondes, peut-être des minutes. Personne n'osait parler. Je scrutais les arbres, la hache serrée dans la main, le cœur battant à tout rompre. Mais il n'y avait absolument rien à voir. Finalement, on s'est tous regroupés dans le camping-car. Personne n'avait envie de rester dehors. On n'a presque pas dormi de la nuit. Depuis ce jour, j'ai cherché une explication. Sérieusement. J'ai écouté des enregistrements de tous les animaux possibles dans la région. Des engoulevents, des chouettes, des hiboux. Des renards, des coyotes, des lynx, des pumas. J'ai passé des heures à comparer les sons. Certains s'en approchent vaguement, mais aucun ne correspond vraiment. Aucun ne produit exactement ce mélange de puissance, de durée et de tonalité. À ce jour, je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était. Je vis dans le nord-ouest du Pacifique et je passe la plupart de mon temps dehors. En général, je traîne dans un endroit que mes amis et moi appelons l'île. Elle se trouve au milieu d'une rivière et on peut y accéder quand l'été arrive et que le niveau de l'eau baisse. Un jour, j'étais sur l'île et j'ai commencé à entendre des bruits étranges. Je savais que ce n'était pas un cerf, car avec le temps on apprend à reconnaître les sons que font les animaux. Ce qui me paniquait vraiment, c'était la façon dont ça se déplaçait autour de moi, comme le ferait un prédateur. Quand on passe beaucoup de temps dans les bois, on apprend à reconnaître le moment où un super prédateur est en chasse. On dirait qu'il contrôle tous les aspects de la nature, le vent cesse de souffler, les arbres arrêtent de craquer, et le temps semble s'arrêter. C'est exactement ce qui a commencé à se produire pendant que la créature tournait autour de moi. Quelque chose clochait avec cette présence. J'avais déjà entendu des histoires liées aux légendes nez percées, mais je ne les avais jamais vraiment prises au sérieux avant de passer autant de temps dehors. Il y a des choses que l'on vit dans les bois qui ne peuvent pas, ou ne devraient pas, être comprises. Beaucoup de nez percés ont essayé d'expliquer ces choses. Quand je regardais autour de moi, je ne voyais rien d'autre que des arbres et des broussailles, mais j'entendais clairement quelque chose se déplacer autour de moi. Quand on sait qu'une chose est supérieure en force, c'est une loi de la nature de la traiter avec respect, alors j'ai commencé à m'éloigner de la zone. Quand je suis parti, le bruit m'a suivi. Ce n'est jamais bon signe, cela signifie que vous êtes l'objet de sa chasse. J'ai commencé à tripoter mon couteau de poche, même si je savais qu'il ne servirait à rien contre un prédateur décidé à chasser un humain. À ce moment-là, la nuit tombait et je marchais de plus en plus vite, quand je l'ai entendu, le cri. Il n'y a aucun moyen de l'expliquer, c'était juste faux. J'ai commencé à courir, et toute personne qui s'y connaît un minimum en faune sauvage sait qu'il ne faut jamais courir. Je ne sais pas ce qui se serait passé si je n'avais pas réussi à atteindre mon petit bateau à rame. Et, honnêtement, je préfère ne pas le savoir. Je me promenais avec ma famille dans une petite réserve naturelle près de chez moi. C'était une sortie banale, tranquille, le genre de randonnée qu'on fait sans vraiment s'attendre à quoi que ce soit d'inhabituel. Le sentier était étroit, entouré d'arbres, et tout était plutôt calme. Puis, sans aucun avertissement, on a entendu un énorme vacarme derrière nous. Des branches qui se brisent, des feuillages arrachés, quelque chose de lourd qui se déplaçait avec une force impressionnante. Le bruit était si soudain et si puissant que nous nous sommes tous retournés en même temps, le cœur déjà en train de s'emballer. C'est là que nous l'avons vu. Il a décollé depuis une falaise toute proche, et instantanément, j'ai su que je n'avais jamais vu un oiseau aussi grand de toute ma vie. Sa taille était tout simplement absurde. Mais ce n'était pas seulement ça. Quelque chose clochait dans ses proportions. Les pattes semblaient trop longues, le corps avait une forme étrange, étirée, presque anormale. Son cou était incroyablement long, bien plus que celui de n'importe quel oiseau que je connaissais, et sa tête avait une forme bizarre, difficile à décrire, comme si elle n'appartenait pas à un animal familier. En le regardant prendre son envol, j'ai ressenti un malaise immédiat, une impression que ce que j'avais sous les yeux n'avait rien à faire là.
Je suis resté figé à le suivre des yeux pendant qu'il s'élevait dans le ciel. Ses ailes s'étendaient sur une distance énorme, au point que j'ai eu du mal à en croire ma propre perception. J'ai estimé son envergure à plus de 40 pieds, ce qui me paraît encore complètement fou en y repensant. Il éclipsait tout ce que j'avais déjà vu. Et pourtant, il se déplaçait avec une facilité déconcertante, comme si cette taille démesurée ne le ralentissait en rien. Ce qui rend la chose encore plus troublante, c'est que nous n'étions absolument pas dans une région connue pour abriter de grands oiseaux. Ici, dans le New Jersey, les plus imposants qu'on croise sont des rapaces comme des faucons ou des buses. J'en ai déjà observé beaucoup, et aucun ne se rapprochait même de loin de ce que nous avons vu ce jour-là. Cette créature était plus grande que n'importe quel faucon que j'ai jamais aperçu, sans comparaison possible. Avec un groupe d'amis, nous étions partis camper dans une clairière, juste à la limite d'une grande zone boisée. Nous sommes arrivés vers midi et tout l'après-midi s'est déroulé sans le moindre problème. On a pêché dans le ruisseau, marché dans les environs, profité du calme et du beau temps. C'était le genre de journée simple, agréable, où rien ne laissait présager que la nuit serait différente. Au coucher du soleil, nous avons allumé un feu et commencé à faire cuire les poissons que nous avions attrapés. On racontait des histoires, on riait, l'ambiance était détendue. Puis la nuit est tombée complètement. À partir du moment où l'obscurité est devenue si dense qu'on ne voyait plus rien au-delà du cercle de lumière du feu, quelque chose a changé. L'endroit semblait soudain beaucoup plus grand, beaucoup plus silencieux aussi, comme si les bois nous observaient. C'est là que nous avons entendu le premier cri. Un hurlement très fort, bref, un yelp qui a traversé la clairière. Instinctivement, on s'est tous figés. Pour nous, ça ressemblait à un loup. Même si on n'en voyait jamais dans cette région, le son était suffisamment convaincant pour nous mettre en alerte. On a décidé de jeter les poissons qu'il nous restait dans le ruisseau, en se disant que si un animal rôdait, ça pourrait l'attirer loin de nous. On est resté sur nos gardes, mais on s'est rassuré comme on pouvait. On s'est rassis autour du feu et on a repris nos histoires, même si les rires étaient plus nerveux et les silences plus fréquents. Un peu plus tard, le cri est revenu. Le même yelp, suivi cette fois d'un bruit totalement différent. Un long hurlement strident, presque un cri aigu, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce n'était pas seulement effrayant, c'était dérangeant, comme si ce son n'avait rien de naturel. Après ça, plus personne n'a vraiment eu envie de rester là à discuter. On a ajouté beaucoup de bois au feu, cherchant à le rendre le plus grand et le plus lumineux possible. Puis on est allé se réfugier dans nos tentes. On espérait que la lumière et le feu suffiraient à tenir à distance quoi que ce soit qui se trouvait dans ces bois. J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là, le moindre bruit me faisait sursauter. Au matin, quand la lumière du jour est revenue, l'endroit semblait presque normal à nouveau. On a commencé à ranger nos affaires, à démonter le camp. C'est là qu'on a remarqué quelque chose de vraiment troublant. Certains des poissons que nous avions jetés dans le ruisseau la veille étaient posés près du feu, sur le sol, comme si quelqu'un ou quelque chose les avait déposés là. Aucun de nous n'a su expliquer comment c'était possible. Les poissons n'étaient pas là par hasard. Ils n'avaient pas simplement été traînés. Ils étaient clairement hors de l'eau, près de nous. On ne s'est pas attardé à chercher une explication. On a fini de plier le campement rapidement et on est parti. Quand mon meilleur ami et moi étions au collège, nous avions l'habitude de promener nos chiens sur un sentier boisé situé près de nos maisons. C'était presque un rituel. On connaissait bien l'endroit et on y croisait parfois des animaux sauvages, surtout des cerfs ou des renards. À chaque fois, nos chiens réagissaient de la même manière. Ils aboyaient, partaient à leur poursuite pendant quelques secondes, puis on les rappelait et on continuait notre chemin comme si de rien n'était. Ce jour-là, la promenade se faisait en fin de journée. Le soleil était sur le point de se coucher et la lumière prenait cette teinte orangée qui rend la forêt à la fois belle et un peu inquiétante. Il n'y avait absolument personne d'autre sur le sentier. Aucun bruit humain, juste le vent léger et quelques sons lointains d'insectes. Nous avons détaché les chiens pour les laisser courir.
Le Golden Retriever et le berger allemand semblaient ravis, trottant partout, reniflant le sol, jouant entre eux, exactement comme des chiens heureux et détendus. Ils étaient à une dizaine de mètres devant nous, peut-être une trentaine de pieds, quand tout a changé d'un coup. Presque au même instant, les deux se sont arrêtés net au milieu du chemin. Leur attitude a basculé sans transition. Ils ont levé la tête vers le ciel. À cet endroit précis, il n'y avait pas beaucoup d'arbres, donc la vue était assez dégagée au-dessus de nous. Puis ils ont commencé à aboyer, pas comme d'habitude. Ce n'était pas excité ou joueur. C'était nerveux, insistant. En même temps, ils reculaient lentement, prudemment, les poils hérissés le long du dos. Mon ami et moi avons immédiatement cherché ce qu'ils regardaient. On a scruté le ciel, pensant peut-être à un oiseau, un avion, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Absolument rien de visible. Pas de forme, pas de mouvement, pas de bruit inhabituel. Juste le ciel qui s'assombrissait doucement. On s'est regardés tous les deux sans dire un mot. Il n'y a pas eu de discussion, pas de réflexion. La peur était silencieuse mais évidente. On s'est retourné et on a couru jusqu'à chez nous, en appelant les chiens derrière nous. Je me souviens encore de la sensation d'urgence, de l'impression très nette que quelque chose n'allait pas, même si je n'aurais jamais su expliquer quoi. Quand j'étais enfant, je vivais près d'une zone de conservation de taille correcte dans le sud du New Hampshire. Mon ami, qui venait de la ville voisine, et moi y allions pendant la saison de chasse, parce qu'il était interdit d'y chasser, contrairement aux forêts où nous traînions habituellement. La zone s'étendait le long d'une rivière, et il y avait beaucoup de petites îles et de bancs de sable qui n'apparaissaient qu'à certaines périodes de l'année à cause de la fonte des neiges. Nous avons donc traversé la rivière à gué et nous nous sommes retrouvés sur une péninsule pas très éloignée du sentier, peut-être à un quart de mile tout au plus, mais séparée par l'eau. La plupart de l'année, il aurait fallu nager pour y accéder. Nous explorions l'endroit, grimpions le talus, ce genre de choses, quand nous avons tous les deux repéré un campement en même temps. Il était installé au milieu de cette péninsule, suffisamment bien dissimulé pour qu'on ne puisse pas le voir depuis la rivière en bateau. Ce fichu campement était couvert d'os. Ça ressemblait à un camp de sans-abri classique, avec des déchets, un chariot de supermarché de toutes choses, et une tente, faite d'une bâche avec un tas de couvertures vraiment crasseuses, mais ce qui frappait le plus, c'étaient les os. Suspendus à des branches avec des ficelles, éparpillés autour d'un foyer, disséminés un peu partout. Je suis presque sûr que c'étaient des os de cerfs et d'autres animaux, mais je ne peux pas l'affirmer, parce qu'une fois que nous avons vu ça, mon ami n'écoutait plus mon idiot de moi qui voulait aller voir de plus près et il a déguerpi immédiatement, et je l'ai suivi. Nous n'avons jamais vu personne, jamais vu de bateau, rien. Juste le campement et les os. Il faut préciser que la surveillance de cette zone de conservation était suffisamment stricte pour que tu aies de sérieux ennuis s'ils soupçonnaient ne serait-ce qu'un instant que tu étais là pour chasser ou pêcher sans autorisation, et ils étaient vraiment très vigilants. Nous avons aussi réalisé plus tard qu'en s'allongeant sur le talus que nous avions escaladé, on pouvait observer les gens sur les sentiers les plus fréquentés sans même avoir besoin de jumelles, et il y avait aussi une très bonne vue sur la rivière. Celui qui vivait là pouvait surveiller les gens sans être vu. Mon ami et moi sommes d'accord, son instinct était le bon. Il est très probable que le propriétaire du campement était là, caché, en train de nous observer. J'en frissonne encore en pensant à ce qui aurait pu se passer si nous nous étions approchés davantage. Nous vivons dans une ferme le long d'un petit ruisseau à flux. Dans notre région, les cultures en rang, le maïs et le soja, sont les principales cultures, donc la plupart des terres sont défrichées, sauf le long des ruisseaux et des rivières. Cela concentre la faune. Depuis 20 ans, des renards ont établi une tanière sous notre grange, et certaines générations sont plus familières et plus bruyantes que d'autres. Il y a 2 étés, ils étaient si bruyants, poussant tous les cris et sons étranges imaginables, que nous ne pouvions pas dormir les fenêtres ouvertes. Nous avons aussi un grand nombre de chouettes rayées. J'ai même pu voir une nichée apprendre à voler pendant que les 2 parents surveillaient. Ces oiseaux ont un vocabulaire impressionnant.
Quand nos jeunes petits-enfants viennent nous rendre visite en été, nous installons généralement une tente dans notre jardin et mon mari et moi campons dehors avec eux. Les sons que l'on peut entendre lors d'une nuit comme celle-là sont vraiment incroyables. Une année, des renards passaient en courant près de la tente environ toutes les 20 minutes en poussant leur étrange cri étranglé. Lorsqu'ils retournaient à la tanière, nous entendions des grognements, des mordillements, des aboiements, des glapissements et toutes sortes de bruits pendant que les petits jouaient et se battaient. Les chouettes rayées lancent souvent leurs cris « Qui cuisine pour toi ? Qui cuisine pour toi ? Pour vous tous ?» pendant la journée. Mais à certaines périodes de l'année, des groupes d'entre elles commencent au crépuscule avec ce que j'appelle des « cris de singe ». C'est assez glaçant la première fois qu'on l'entend. Je ne peux pas vraiment le décrire, imaginez simplement une bande de singes faisant leur bavardage typique et vous y êtes. Les petites chouettes hulottent, surtout lorsqu'elles sont près de votre maison, et il m'est arrivé d'en voir une perchée sur ma cheminée, sont d'un tout autre niveau et donnent l'impression que le diable est en train de hurler. Cela dit, j'ai entendu un cri il y a 25 ans dans le sud du Missouri qui devait provenir d'une poitrine si massive qu'il m'a réellement terrifié et laissé perplexe. Mon mari l'a entendu aussi et, encore aujourd'hui, il n'a aucune idée de ce que c'était. Nous campions au parc d'État de Merrimack. C'était profond et long, et cela provoquait une terreur viscérale. Quoi que ce fût, cela se trouvait au-dessus du terrain de camping, près de la rivière. Nous nous sommes tous les deux redressés d'un coup dans nos sacs de couchage, nous regardant, et avons dit, c'était quoi ce bordel ? J'ai grandi dans ces collines, je ne l'avais jamais entendu avant, ni depuis. Un soir, un ami et moi roulions en voiture en direction d'un casino. Un trajet banal, qu'on avait déjà fait plus d'une fois, sans rien d'inhabituel à signaler. On montait une colline dans le Minnesota, en allant vers Treasure Island à Red Wing depuis Winona. La route était sombre, bordée de glissières de sécurité, avec très peu d'éclairage et pratiquement aucune autre voiture à ce moment-là. Alors que nous avancions, juste devant une barrière de sécurité, quelque chose a fait un pas sur la route, directement dans le faisceau de nos phares. C'était si soudain que mon cerveau a mis une fraction de seconde à comprendre ce que je regardais. La chose était petite, peut-être entre 45 et 60 cm de haut. Vraiment minuscule par rapport à un humain. Dans ma tête, le premier mot qui m'est venu a été gremlin. Ou elfe. Quelque chose dans ce genre-là. À peine apparue, la créature a semblé réaliser qu'elle était exposée à la lumière. Elle a eu une réaction presque humaine, comme un sursaut paniqué. Puis elle a bondi en arrière, quittant le cercle des phares pour se fondre instantanément dans l'obscurité au bord de la route. Tout s'est passé en une seconde ou deux. Pas assez longtemps pour analyser des détails précis, mais suffisamment pour que l'image s'imprime dans ma mémoire. Sur le moment, je me suis immédiatement dit que mon esprit me jouait des tours. Un animal mal identifié, une ombre, un jeu de lumière. J'étais prêt à balayer ça comme une illusion, un simple aperçu mal interprété. Mais quand j'ai tourné la tête vers mon ami, celui qui conduisait, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient écarquillés, fixés droit devant lui, le visage tendu. Il a rompu le silence en me lançant, presque en criant, s'il avait bien vu cette chose. À cet instant, un frisson m'a parcouru. On n'avait rien dit avant ça. Aucun de nous n'avait suggéré quoi que ce soit. Et pourtant, nous avions tous les deux vu la même chose, au même endroit, au même moment. Je ne prétends toujours pas que c'était réellement une créature de ce genre. Honnêtement, je pense encore qu'il devait y avoir une explication rationnelle. Mais ce qui me trouble, c'est que nous ayons eu exactement la même impression. La même image. La même réaction instinctive. Des années plus tard, on en parle encore parfois, en plaisantant à moitié, en se demandant ce que c'était vraiment. Et à chaque fois, le souvenir revient, aussi bref et dérangeant qu'au premier soir. Je travaillais autrefois comme guetteur d'incendie dans une tour isolée, profondément enfouie dans les bois. N'importe quel jour, j'étais le seul être humain à des kilomètres à la ronde. Pendant quelques semaines, chaque fois que le soleil commençait à se coucher et que je finissais ma journée, tout devenait étrangement silencieux, presque comme une horloge.
cela ressortait clairement parce que ce n'était pas normal. D'habitude, il y a plus de bruit à cette heure-là. En plus de ça, chaque fois que je quittais la cabane pour descendre, j'avais cette sensation dérangeante d'être observé, mais au début, c'était seulement pendant la descente. Ensuite, j'ai commencé à ressentir la même chose une fois au sol, et d'une manière ou d'une autre, cela semblait beaucoup plus proche et plus menaçant. La seule comparaison possible, c'est de savoir que l'on est chassé ou traqué. Pas vraiment rassurant quand il y a 100 mètres à parcourir jusqu'à la voiture, sans rien entre toi et ce qui pourrait bien être là dehors. Cela a continué pendant encore quelques semaines, puis j'ai commencé à entendre des sortes de pépiments et d'appels. Il ressortait d'autant plus que tout était silencieux. Puis un jour, en traversant la clairière pour retourner à la voiture, j'ai entendu derrière moi un long grondement grave et guttural. Je me suis tiré de là aussi vite que possible, et après ça j'ai commencé à garer la voiture au pied de l'échelle, parce que hors de question de traverser un terrain découvert avec des trucs en colère, probablement mordants, tapis dans les environs. Quelques jours plus tard, en repartant en voiture, j'ai aperçu un mouvement sur le talus au bord de la route. J'ai regardé de nouveau au moment où ça disparaissait dans la lisière des arbres. Grand, long et sombre. Cela a semblé rester dans les parages jusqu'à la fin de la saison des incendies, car le silence et les sensations inquiétantes avaient disparu au début de la suivante. Je campais un jour au bord d'un lac avec des amis et de la famille, très au nord. Assez loin pour qu'il n'y ait absolument aucune pollution lumineuse, ni ville ni village à l'horizon. Tellement au nord qu'il nous arrivait parfois d'apercevoir des aurores boréales quand les conditions étaient bonnes. Le ciel nocturne y était incroyablement clair, profond, presque écrasant tant il semblait vaste. Il n'était pas rare que nous remarquions des lumières qui se déplaçaient dans le ciel. Elles ressemblaient à des étoiles, au premier regard, mais bougeaient. Nos amis expliquaient ça en disant que c'étaient des satellites. Le problème, c'est que ces lumières ne se comportaient pas comme des satellites. Elles filaient d'un bout à l'autre du ciel, changeaient brusquement de direction, revenaient en arrière, se croisaient entre elles. Parfois, on pouvait en voir jusqu'à 5 dans la même zone du ciel, tout en mouvement, comme si elles interagissaient. Mais ce n'est pas vraiment de ça que je veux parler ici. Cette nuit-là, nous étions assis sur la rive du lac, tard, rassemblés autour du feu de camp. L'eau était parfaitement calme et le silence n'était rompu que par le crépitement du feu et quelques sons nocturnes lointains. À un moment donné, alors que la discussion ralentissait et que certains regardaient le ciel, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une boule de feu orange extrêmement lumineuse a commencé à s'élever hors du lac. Littéralement. Elle montait depuis la surface de l'eau. Sur le coup, nous avons pensé qu'il s'agissait peut-être d'un feu d'artifice lancé par quelqu'un dans les environs. Mais très vite, cette explication n'a plus tenu. La lumière montait incroyablement lentement, bien trop lentement pour un feu d'artifice. Et ce n'était certainement pas une braise provenant du feu. À ce moment-là, nous étions tous debout sur la berge, le dos tourné au feu de camp. La sphère continuait de s'élever, silencieuse, d'un orange intense, presque brûlant. Je ne saurais pas dire à quelle hauteur elle est montée. Assez haut pour ne plus être proche de l'eau, mais pas assez pour se confondre avec les étoiles. Puis elle s'est arrêtée. Elle est restée là, immobile, suspendue dans l'air pendant quelques secondes. Le temps semblait figé. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Et puis, sans transition, elle a disparu. Pas en s'éteignant lentement. Pas en descendant. Elle était simplement là une seconde, et absente la suivante. Après ça, nous n'en avons jamais vraiment parlé entre nous. Nos amis avaient déjà balayé les autres phénomènes étranges du ciel comme étant des choses banales, et il était clair que toute tentative d'aborder cet événement aurait été accueillie avec le même scepticisme. Alors le silence s'est installé, comme si rien ne s'était passé. Cela m'est arrivé il y a 1 ou 2 ans, à moi et à mon beau-père. Nous étions au Colorado pour un voyage de chasse à l'élan. Nous avions marché toute la journée quand nous sommes arrivés à un endroit où nous allions installer le camp. Nous y sommes restés quelques heures et rien de spécial ne s'est produit.
Nous avons fait un peu de repérage sans trouver grand-chose. C'était seulement notre deuxième chasse à l'élan de toute notre vie, donc nous ne savions pas vraiment quoi chercher. Nous avons cuisiné le dîner, un ragoût de bœuf lyophilisé Mountain House, sur notre réchaud à gaz. Une fois terminé, nous nous sommes assis tous les deux pour reprendre notre souffle. Mon beau-père et moi venons du Texas, et à 11 000 pieds d'altitude nos poumons avaient du mal avec l'air plus mince. Nous sommes restés assis un moment, puis nous avons sorti nos bivouacs, je ne suis pas sûr de l'orthographe, qui sont en gros des sortes de sacs poubelles épais faits d'un matériau réfléchissant et imperméable. Nous y avons glissé nos sacs de couchage et nous nous sommes installés. Nous étions tous les deux assez fatigués, mais légèrement inquiets à cause des ours. J'avais du spray anti-ours, mon père avait son Glock 9 mm et son arc, attaché à son sac. Notre sac de nourriture était suspendu dans un arbre, hors de portée d'un ours, donc nous avions fait tout ce qu'il fallait pour rendre le camp sécurisé contre les ours. Nous nous sommes endormis et j'ai fait ces rêves étranges et complètement dérangés. J'entendais des gens parler du fait qu'ils espéraient qu'il ne pleuve pas. Ensuite, je les entendais discuter de la meilleure façon de faire un feu, et finalement, j'entendais simplement un feu crépiter. Je me suis réveillé avec la sensation d'une grosse goutte de pluie qui me frappait le visage. J'ai touché l'endroit où la goutte était tombée et c'était sec. J'ai regardé autour de moi et il n'y avait aucun feu, aucune trace de personne, rien du tout en fait. Cela m'a terrifié et je suis resté assis là pendant quelques heures, attendant qu'il fasse jour. Quand la lumière est enfin arrivée, mon beau-père a commencé à se réveiller, et j'étais toujours là, en train de frissonner, même s'il faisait seulement autour de 10 degrés Celsius et que j'étais enveloppé dans une veste, un sac de couchage et de nombreuses autres couches. Il se tourne vers moi et me dit « Mec, on doit partir ». Je lui demande pourquoi. Il me répond « J'ai fait toutes sortes de rêves complètement flippants ». Il m'explique qu'au milieu de la nuit, il avait entendu ce qu'il pensait être un ours, puis ce qu'il croyait être moi en train de crier, ensuite moi en train de me faire traîner au loin, et enfin ce qu'il pensait être un ours debout juste au-dessus de lui. Il n'avait presque pas dormi parce qu'il pensait que son fils se faisait dévorer par un ours. Je lui ai alors expliqué ce que je pensais avoir entendu, ainsi que l'histoire de la goutte de pluie, et nous avons tous les deux convenu qu'il valait mieux partir et que peut-être l'altitude nous jouait des tours. À ce jour, je ne sais pas si c'était vraiment l'altitude, parce que j'ai entendu ces voix et je me souviens encore très clairement de cette conversation. Mon père aime partir chasser seul. J'ai essayé de l'accompagner aussi souvent que possible, mais j'avais toujours l'école. Ce jour-là en particulier, alors qu'il rangeait ses affaires pour rentrer pour la nuit, il a vécu une rencontre étrange. Si vous aimez le camping, la randonnée ou la chasse, vous savez que même lorsque le soleil disparaît derrière les montagnes, il reste encore suffisamment de lumière pour voir et ranger ses affaires sans lampe torche. Eh bien, mon père a raconté qu'au moment où le soleil commençait à passer derrière les montagnes et qu'il commençait à charger son équipement dans son camion, une femme inconnue est apparue comme sortie de nulle part. C'était à la fin de l'automne et il faisait assez froid, pourtant la femme portait un t-shirt à manches courtes, un short et des baskets blanches. Rien n'indiquait qu'elle se soit approchée à pied, car mon père surveillait constamment les alentours et il n'y avait absolument personne en vue. Là où il s'était garé, nous campions chaque été et on pouvait voir à plus de 100 mètres dans les deux directions le long de la route. Mon père a aussi précisé que plus tôt dans la journée, lorsqu'il était passé en voiture près des terrains de camping pour rejoindre la zone de chasse publique, il n'y avait aucun campeur, aucune caravane, aucune tente ni randonneur potentiel. Il savait donc qu'il était très possible qu'il soit complètement seul ce jour-là. Connaissant mon père, il ne baissait jamais sa garde et restait toujours attentif à son environnement. La femme l'a surpris, et il a discrètement porté la main vers son arme dissimulée à sa ceinture en essayant de faire en sorte qu'elle ne s'en aperçoive pas. Quoi qu'il en soit, mon père lui a demandé si elle campait dans le coin, et la femme a répondu simplement « oui ». Elle a ensuite fait le tour du camion de mon père, comme si elle l'inspectait, jusqu'à revenir à l'endroit où elle se tenait au départ. Elle n'a rien dit d'autre pendant toute cette interaction, puis elle a emprunté le sentier en direction des terrains de camping plus proches de la California 155. Sur cette route en terre qui rejoint la SA 155,
il y avait deux principaux terrains de camping, l'un à environ 2 miles de la SA-155 et l'autre à 3 à 5 miles plus loin. Quelques minutes plus tard, mon père avait fini de charger ses affaires, il est monté dans son camion et a repris la route en direction de la SA-155 pour rentrer chez lui. En passant près du terrain de camping le plus proche de la SA-155, il a remarqué qu'il n'y avait aucune tente, aucune voiture, aucune caravane ni aucun signe indiquant que quelqu'un allait camper là cette nuit-là. Il s'est alors dit que peut-être elle campait plus loin, et il a fait demi-tour pour se rendre au terrain de camping le plus éloigné de la SA-155. À sa grande surprise, il n'y avait là non plus aucun signe de présence humaine pour la nuit. Il en est alors venu à la conclusion que la femme faisait peut-être simplement de la randonnée, mais il a réalisé que la ville la plus proche se trouvait à environ 15 miles le long de la SA-155 et qu'il était beaucoup trop tard pour qu'une personne randonne seule à cette heure-là. C'est à ce moment qu'il a commencé à se méfier. Il est retourné à l'endroit où il s'était garé et a cherché des empreintes de pas. Comme je l'ai dit, il s'agissait simplement d'une route en terre et il n'avait pas encore plu, donc des empreintes auraient dû être visibles. Mon père n'en a trouvé aucune. Il a ensuite suivi à pied l'itinéraire qu'il pensait qu'elle avait emprunté vers le terrain de camping proche de la SA-155, et après un moment, il a finalement aperçu des empreintes. Cependant, elles étaient à peine visibles et semblaient apparaître de nulle part. Après un certain temps, elles quittaient brusquement la route et il n'y avait plus rien à voir, comme si elles s'étaient simplement évanouies dans la nature. Il s'est alors dit qu'il avait peut-être croisé un fantôme ce jour-là, sans en être sûr. Il est rentré chez lui et en a parlé à ma mère, qui lui a rappelé qu'un ami très proche de mon père était décédé plus tôt dans la semaine. Elle a suggéré que cette rencontre était peut-être sa façon de lui dire un dernier au revoir avant de passer dans l'au-delà. Ce qui a un certain sens, puisque l'ami de mon père était tombé gravement malade et ne pouvait plus aller chasser avec lui, alors qu'ils chassaient toujours ensemble. Tant que son ami était encore en vie, il disait souvent qu'ils partiraient pour un dernier voyage de chasse ensemble, mais il est décédé avant qu'il ne puisse le faire. Mon père avait ensuite perdu contact avec lui. De plus, la femme avait tourné autour du camion de mon père comme si elle l'inspectait. Mon père avait toujours voulu le même type de camion que son ami et lui avait dit à plusieurs reprises qu'il en achèterait un similaire, mais il ne l'a fait qu'après que son ami soit tombé mortellement malade et qu'ils aient perdu contact. Mon père était un chasseur passionné lorsqu'il avait la vingtaine, avant la vie de famille et tout le reste. Il a chassé partout dans l'état où nous vivons et il ne se laisse pas facilement effrayer. À l'époque, il travaillait dans une ferme située à seulement quelques kilomètres de l'endroit où nous habitons aujourd'hui. Le fermier connaissait mes grands-parents et faisait confiance à mon père. Le fermier possédait énormément de terre, dont une grande partie boisée. Il a dit à mon père qu'il pouvait y chasser quand il le voulait. Mon père n'a pas perdu de temps pour en profiter. Il est allé chasser quelques semaines plus tard, mais quelque chose n'allait pas. Il nous a raconté que lorsqu'il est entré dans les bois, il n'y avait aucun bruit, pas d'insectes, pas de rainettes. Cela l'a mis mal à l'aise, mais il a mis ça sur le compte d'un mauvais jour. Il n'a vu aucun cerf ce jour-là et est reparti après quelques heures. Mon père y est retourné une deuxième fois quelques semaines plus tard, puisqu'il avait enfin un jour de repos à la ferme. Cette fois-ci, c'était encore plus étrange. Il s'est enfoncé d'une centaine de mètres dans les bois et c'était exactement comme la première fois, aucun bruit quel qu'il soit. Sauf que cette fois, il a dit qu'il avait l'impression d'être traqué. Il est resté dans les bois 15 à 20 minutes avant de partir rapidement. Mon père n'est jamais retourné dans ces bois. Il a dit que de toute sa vie, jusqu'à aujourd'hui, il n'avait plus jamais ressenti quelque chose de semblable. Ce fermier envisageait de léguer sa ferme à mon père, mais il a refusé à cause du profond malaise que ces bois lui inspiraient. Cela s'est produit dans les années 70, et aujourd'hui ces bois ont la réputation d'être hantés, avec des signalements de Bigfoot et même des cris la nuit. Il existe un site internet pour notre État qui répertorie des lieux oubliés et historiques, avec une section consacrée aux légendes et aux endroits hantés par comté, et ces bois y sont mentionnés comme un lieu supposément hanté. J'avais environ 16 ans à l'époque et j'étais parti chasser le cerf. J'étais à un peu plus d'1 kilomètre de chez moi, dans une vallée,
installé au sommet d'une crête qui surplombait un ancien lit de rivière. Le soleil était déjà en train de descendre et la lumière devenait de plus en plus faible. J'aurais dû repartir plus tôt, je le savais. Mais je ne voulais pas faire fuir le gibier. Je me suis dit que le mieux était d'attendre qu'ils s'éloignent d'eux-mêmes ou que la pénombre soit suffisamment avancée pour que mon départ passe inaperçu. Quand j'ai finalement décidé de rentrer, il faisait encore assez clair pour distinguer les formes autour de moi, mais trop sombre pour regarder correctement à travers la lunette de ma carabine. C'était cette zone étrange entre le jour et la nuit, où tout semble flou et incertain. Je suis passé par-dessus la crête pour redescendre de l'autre côté. C'est à ce moment-là que j'ai entendu quelque chose. Un bruit venant de l'autre côté d'un étang asséché, au fond de la pente. Je me suis arrêté net et j'ai regardé dans cette direction. C'est là que je les ai vus. Il y avait 5 animaux. Je ne saurais toujours pas dire ce que c'était. Ce n'étaient pas des canidés classiques comme des loups ou des coyotes. Ils étaient plus grands que des coyotes, beaucoup plus massifs, avec une carrure étrange, mais en même temps incroyablement agiles. Leurs mouvements étaient rapides, fluides, presque trop précis. Ils émettaient aussi des sons bizarres, des bruits que je n'avais jamais entendus auparavant dans les bois. Ce n'étaient ni des grognements ni des aboiements, quelque chose de plus grave, plus dérangeant. Je ne sais pas s'ils m'ont vu ou s'ils m'ont senti. Mais soudainement, sans aucun avertissement, ils se sont tous figés. Ce silence a duré seulement quelques secondes, mais il m'a semblé interminable. Puis tout a basculé. 2 d'entre eux sont partis en courant sur ma gauche, rapides comme l'éclair, en décrivant une large boucle pour tenter de passer derrière moi. Un autre a fait la même chose sur ma droite. Les 2 derniers sont restés sur place, immobiles, comme s'ils attendaient. À cet instant précis, j'ai compris quelque chose de terrible, je n'étais plus le chasseur, j'étais devenu la proie. La peur m'a envahi d'un coup, brutale, paralysante. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre. J'ai commencé à crier, à faire le plus de bruit possible, à hurler et agiter les bras, espérant les faire fuir ou au moins les désorienter. Je ne sais pas si ça a fonctionné ou si quelque chose les a fait renoncer, mais je ne les ai plus jamais revus durant le reste du trajet jusqu'à chez moi. Je suis rentré sans m'arrêter, en gardant les yeux partout autour de moi, convaincu à chaque instant que quelque chose me suivait dans l'obscurité. Le lendemain, nous sommes retournés sur les lieux pour chercher des traces. Mais il avait neigé pendant la nuit, suffisamment pour tout recouvrir. Il ne restait rien. Aucun indice. Aucune preuve. Je peux dire sans hésiter que c'est le moment le plus terrifiant que j'ai jamais vécu dans les bois. Et je sais que je n'oublierai jamais cette nuit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.